Aujourd'hui, pour ce webinaire. Je suis vraiment ravi de vous accueillir. Merci à vous tous d'être présents. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je me présente, je suis Arnaud Loubatière, je suis directeur pour l'Europe du Sud chez SoSafe. J'ai un parcours un petit peu particulier puisque moi, je viens du monde de l'e-learning, je viens pas du monde de la cybersécurité. Donc, c'est quelque chose qui me parle, la sensibilisation des collaborateurs, la formation des collaborateurs. Et aujourd'hui, je suis accompagné, comme vous le voyez à l'écran, de Pierre. Et Pierre, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Certainement, merci Arnaud. Un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de participer à cette session. Donc, je suis Pierre Noël, je suis dans la cyber depuis pas mal d'années, 5 ans, et là je viens, j'imagine, en ma capacité de CISO du Collectionniste, qui est une des startups de la FinTech, de la French Tech, pardon, 120. Et en tant que CISO du Collectionniste, nous utilisons SoSafe depuis déjà 2 ans. Merci Pierre pour ta présentation. Alors ce webinaire va se décomposer en deux parties. En trois parties, pardon. Une première partie sur laquelle je vais vous exposer les tendances de la cybersécurité et vous expliquerai comment nous, on essaie de répondre à ces tendances-là. Ensuite, on aura une interview de Pierre qui va durer une quinzaine de minutes sur lequel on aura la possibilité d'avoir un échange et de comprendre comment Pierre gère ces enjeux-là de sensibilisation auprès du collectionnisme et également des autres startups qui l'accompagnent. Et par la suite, on vous laissera 5 minutes pour vos questions et pour pouvoir répondre directement avec Pierre à vos questions. SoSafe, peut-être que vous ne connaissez pas, ça serait intéressant aujourd'hui qu'on puisse vous expliquer qui nous sommes. Nous, aujourd'hui, on est leader européen sur la gestion des risques. Et vraiment, ce qui fait notre facteur différenciant, c'est qu'on a une méthodologie qui est axée sur l'humain. Alors, qu'est-ce que j'appelle une méthodologie qui est axée sur l'humain? C'est que, contrairement à certains de nos confrères, nous, notre fondateur est un docteur en psychologie. Et ce qui fait qu'on a une approche qui est un petit peu particulière, basée sur les biais cognitifs. Et ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que l'on accompagne plus de 4500 clients à travers l'Europe, voire à travers le monde, issus de tout type de secteur d'activité, dans la sensibilisation de leurs collaborateurs. On fait ça depuis 2018, on est une structure allemande et on a une équipe française qui comporte aujourd'hui 30 personnes et qui accompagne de nombreux clients justement dans la stratégie de sensibilisation de leurs collaborateurs. Pourquoi on est ici aujourd'hui et pourquoi SoSafe a été créé? Parce que depuis quelques années, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des tendances qui varient et qui se modifient avec le temps au niveau de la cybercriminalité. On a pour habitude de créer un rapport qui s'appelle Tendance de la cyber et le dernier rapport que nous avons créé à ce sujet-là date du début d'année 2024. Et sur ce rapport, nous interviewons un grand nombre d'experts sur quelles sont les cybermenaces qui voient émerger et celles qui font axe aujourd'hui sur l'ensemble des collaborateurs. La première cybermenace qu'on voit, que tout le monde connaît aujourd'hui, avec laquelle tout le monde est familier, c'est l'intelligence artificielle, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle va permettre de pouvoir créer des attaques beaucoup plus facilement, des attaques de masse. Elle va pouvoir permettre de complexifier en fait les attaques des cyberattaquants et elle va leur permettre de pouvoir proposer des scénarios qui sont de plus en plus réalistes, qui vont surtout utiliser des vecteurs qui sont différents. Jusqu'à présent, on voyait beaucoup de cyberattaques qui étaient surtout dirigées via des canaux email et on se rend compte qu'on a de plus en plus de cyberattaques qui se complexifient et qui utilisent différents canaux. Je pourrais citer le téléphone, je pourrais citer les outils de collaboration de type Teams, je pourrais citer les textos, les appels téléphoniques. On n'est plus vraiment sur une attaque mono-channel, mais on est vraiment sur quelque chose de multicanal. La deuxième tendance qu'on verra bien évidemment émerger, alors je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, c'est le piratage quantique. On a vu récemment qu'en Chine, qu'ils avaient réussi grâce à l'ordinateur quantique, à pouvoir faire surpasser des systèmes de sécurité déjà bien établis. Et ce qui fait que cette menace, avec l'avènement de l'ordinateur quantique, va émerger et va potentiellement être une des tendances à suivre sur les années qui arrivent. Le troisième point que nous voyons avec les discussions qu'on a, et Pierre va pouvoir peut-être le confirmer par la suite, c'est le fait qu'on entre dans une professionnalisation en fait de la cybercriminalité. Et qu'est-ce que j'entends par professionnalisation de la cybersécurité? C'est qu'on a des personnes aujourd'hui pour qui ce n'est pas un passe-temps, mais pour qui c'est vraiment une source de revenus.
et pour lequel on a vraiment une industrialisation qui se fait de ces vecteurs-là de cybersécurité et de cybercriminalité. Pardon. Le quatrième point qu'il est important de souligner, avec le contexte actuel, et vous l'avez vu sûrement, je crois que c'était hier que ça a été évoqué, c'est les tensions internationales et l'activisme. On l'a vu aux États-Unis avec une potentielle ingérence russe sur des vidéos données au FBI hier qui ont été relevées et qui ont été dénoncées par ces mêmes agences gouvernementales. La cybercriminalité aujourd'hui touche la politique et on ne parle plus uniquement de cybercriminalité, mais vraiment d'activisme, puisque cette cybercriminalité est au service d'une nation, d'une idéologie. Ce que l'on voit, ça fait un lien avec le cinquième point, hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la désinformation as a service. C'est le fait de pouvoir propager des fake news, le fait de pouvoir donner de fausses informations à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise ou à l'ensemble de la population afin de pouvoir orienter sur des idéologies via ce que nous on appelle de la cybercriminalité, bien sûr. Une autre tendance émergente que l'on voit de plus en plus, c'est des focus de ces cybercriminels sur des infrastructures publiques, des services publics et des infrastructures critiques. Je pense notamment aux hôpitaux. Pourquoi? Peut-être dû à un manque de moyens, à un matériel informatique vieillissant, à des systèmes d'information vieillissants. Et on voit de plus en plus de cyberattaquants se concentrer sur ce type d'infrastructure afin de pouvoir mettre en place des solutions, des rançons logicielles, bien sûr, afin de pouvoir tirer profit de ces cyberattaques et de pouvoir obtenir des paiements. J'en parlais tout à l'heure, on parle beaucoup de stratégie multicanale grâce à l'intelligence artificielle. On voit de plus en plus de prétexting arriver également dans les stratégies. Et le prétexting, on pense beaucoup à des arnaques bancaires. On pense beaucoup à des comment dirais-je, la mise à mal potentielle du MFA, même si le MFA reste un des meilleurs canaux de sécurité aujourd'hui ou un des meilleurs vecteurs, on va dire, de vérification d'identité. Il n'empêche que ce prétexting peut mettre à mal ce genre de solution de cybersécurité. Et on voit aujourd'hui des stratégies se mettre en place pour pouvoir contourner ces éléments-là de sécurité. Et le dernier élément qui est bien sûr important, c'est le burn-out dans les équipes SI. On voit qu'il y a une demande toujours très forte d'un point de vue collaborateur à ce niveau-là. On voit des équipes, des RSSI, des DSI qui sont sous l'eau et on voit une hausse du taux de burn-out dans les équipes, ce qui met à mal en fait les stratégies cyber d'entreprise puisque on a des personnes qui sont complètement sous l'eau et qui ne peuvent pas faire leur métier correctement. Et la dernière chose que je voulais vous partager, qui n'est pas présente dans ce slide, c'est le facteur humain là-dedans. Et quand on se rend compte que 75% des failles de cybersécurité environ ont pour origine le facteur humain, on se dit qu'on a sûrement tous, ou tous les collaborateurs d'une entreprise, quelque chose à jouer là-dessus. Si vous le souhaitez, je vais vous permettre, grâce à ce QR code, de télécharger les tendances en cybercriminalité de 2024 dans le dernier rapport. Mais surtout, je vais faire le lien avec SoSafe. Et pourquoi SoSafe et en quoi des solutions de sensibilisation comme SoSafe vont accompagner les entreprises? Elles vont accompagner les entreprises de deux manières. La première, c'est de pouvoir, en fait, donner une base de connaissances aux collaborateurs, mais également pouvoir les entraîner. Alors, cette base de connaissances, elle va être faite via des formations personnalisées. Qu'est-ce qu'on appelle de la formation personnalisée? L'objectif, ce n'est pas de proposer une formation à l'ensemble des collaborateurs qui soit identique, mais c'est de pouvoir proposer une formation qui correspond à l'utilisation que va avoir son collaborateur des outils digitaux. La deuxième des choses, c'est de pouvoir l'entraîner en fait à faire face à ces attaques et à pouvoir lui permettre de détecter ces attaques grâce à ces entraînements via du phishing ou d'autres sources de simulation. Le dernier élément qu'on donne également aux collaborateurs, c'est le pouvoir en fait d'aller chercher l'information au sein de l'entreprise. On va leur mettre à disposition un chat conversationnel qui s'appuie sur un modèle de langage et qui va pouvoir permettre
aux entreprises de décharger les équipes SI et de pouvoir donner la main aux collaborateurs et transformer ces collaborateurs vraiment en ce que nous on appelle des cyber-héros, en leur permettant d'aller chercher l'information directement sur le chatbot, en posant des questions et en faisant en sorte de pouvoir y répondre de manière instantanée. Dernière étape, c'est que par rapport à ces éléments-là, on a développé ce qu'on appelle un OS autour du risque humain qui va nous permettre, grâce à ça, grâce à toutes les interactions et à toutes les datas qu'on va tirer des enseignements, de l'e-learning, des campagnes de phishing et des comportements que vont avoir les collaborateurs sur les outils digitaux, détecter des tendances, détecter des évolutions de comportement, scorer ces comportements-là et proposer des hubs d'intervention, proposer des interventions aux équipes cyber afin de leur aider à pouvoir tirer au mieux parti des outils de sensibilisation et des outils qu'ils ont à disposition dans leurs SI. Alors, je vais pas vous faire patienter plus. On a tiré par rapport à ça un document qui s'appelle l'analyse du risque humain que vous pouvez télécharger ici. Mais je vais surtout en discuter avec Pierre et poser une première question à Pierre qui me semble hyper importante. C'est quand on parle de cybersécurité et de sensibilisation, Pierre, quelles sont les différentes stratégies que toi, tu vois mettre en place ou que tu mets en place auprès des collaborateurs pour les sensibiliser d'un point de vue cybersécurité? C'est une question fascinante. Les stratégies, il est connu que l'être humain peut garder au maximum 7 choses importantes sur le front de sa tête et le reste, il a tendance à les reléguer sur le bas. C'est-à-dire que il sait que c'est important, mais il s'en occupe moins. Donc, pour que j'ai un succès avec le déploiement de la cybersécurité et le comportement des utilisateurs, je dois faire en sorte que d'un moyen ou d'un autre, la cybersécurité, le bon comportement reste quelque chose qui soit sur le front de leur tête, une de ces 7 choses qu'ils considèrent importantes. Et on atteint ça en analysant la culture de la société et la culture des employés. Par exemple, donc j'étais précédemment le CISO de Microsoft en Asie. Je devais m'occuper d'employés de Microsoft à travers l'Asie. Les comportements étaient complètement différents et les cultures étaient complètement différentes. De manière similaire, en Europe, on doit aussi s'adapter à la culture européenne et on doit aussi s'adapter aux comportements induits par la société. Si je prends le cadre du collectionniste, dans le collectionniste, j'ai à peu près 300 employés et la plupart sont très très jeunes. Et donc, il est important pour moi de déployer des mécanismes qui soient adaptés à cette jeune population qui n'aime pas nécessairement avoir un cours empirique pendant 1 heure ou qui se retrouvent devant une cinquantaine de questions auxquelles ils doivent donner une réponse et que ça va leur passer 2 heures de leur temps. Ça ne fonctionne pas. Donc, il était important pour moi pour pouvoir succéder, pour pouvoir survivre et réaliser euh, la bonne adéquation entre les besoins de cybersécurité et le fait que mes employés se comportent correctement, il faut vraiment faire en sorte d'utiliser la culture et une adéquation par rapport à la culture que nous avons dans la société. Et c'est vrai pour chaque société, évidemment, pas seulement pour le collectionniste. Tu es en mute, Arnaud. Merci Pierre pour me le rappeler. Et quand tu parles de culture, toi qui as travaillé dans des groupes de tailles différents, est-ce que tu vois des évolutions au travers des cultures des entreprises au Oui. niveau des sujets de la sensibilisation à la cyber? Quels sont les axes que tu vois? Ben, en premier lieu, oui, je ne pourrais jamais dire assez à quel point la culture est un élément important. Dans certaines sociétés, certaines organisations, on travaille plus avec euh, le bâton qu'avec la carotte. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à dire, si vous ne suivez pas les bons préceptes de cybersécurité, si vous ne répondez pas correctement au questionnaire de certification, vous aurez le bâton et on ne va pas vous aimer, vous n'aurez pas votre bonus ou quoi que ce soit. De plus en plus, les sociétés avec lesquelles j'ai le privilège de travailler sont des sociétés où on favorise plus la carotte. Donc, ça veut dire on utilise des choses comme la gamification, faire en sorte de donner des rewards, de donner des bonus pour les personnes qui se comportent bien, à l'opposé de frapper sur les personnes qui se comportent mal. Je pense que ça ne fonctionne plus.
dans la cybersécurité, pendant très très longtemps, on a travaillé sur fear, uncertainty and doubt. Donc, faire en sorte que les gens aient peur et qu'ils se demandent s'ils se comportent bien. Ça fonctionne pas. Je trouve que ça ne fonctionne pas. Je trouve qu'il faut utiliser l'employé de la société comme étant une arme. J'adore ce que SOSAFE a fait, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai été intéressé par SOSAFE il y a 2 ans. Vous êtes venu avec la notion du pare-feu humain. Utiliser l'être humain comme étant un pare-feu. Et c'est tellement vrai. J'ai tendance à dire que derrière chaque problème de cybersécurité se trouve un être humain. Parce que nous étions fatigués, nous avons frappé sur le mauvais bouton, nous avons accepté ce MFA, parce que nous n'étions pas assez sensibilisés. Donc, je dois programmer, en tout respect, je dois programmer le pare-feu humain pour qu'il se comporte de manière adéquate. Et donc, ça nécessite quelque chose de finaux. Je ne peux pas envoyer 50 pages de documents et dire lisez ça et vous serez bien, et espérer que mes employés de la société vont se comporter correctement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut être, ça devient philosophique, je crois fondamentalement qu'il faut être positif dans la façon dont on essaye de sensibiliser les employés à la cybersécurité. J'aime beaucoup ton message de positivité. Nous, ce qu'on voit à travers nos différentes discussions avec nos différents clients, c'est qu'on voit qu'on a de l'évolution par rapport à ça, comme tu l'expliquais, mais on a également une évolution du sujet de la sensibilisation, où on est maintenant sur quelque chose qui est beaucoup plus holistique, qui s'appelle le management du risque humain. Est-ce que toi, c'est une tendance que tu vois émerger et étant utilisateur de SoSafe, comment toi tu mets en place chez tes clients et notamment chez le collectionniste cette gestion du risque humain? C'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place. En premier lieu, j'y crois énormément et je pense que ce n'est pas nécessairement une tendance parce que, autant que je sache, je ne vois que SoSafe qui sont en train d'en parler. Donc, vous êtes, à mon avis, dans le leading edge dans cette notion de la gestion du risque humain. Pour moi, c'est essentiel et je trouve que c'est la bonne approche. C'est de pouvoir analyser le comportement humain et de pouvoir avoir une analyse du risque et de pouvoir déterminer qu'est-ce que l'on peut faire pour aider le pare-feu humain à être plus efficace. C'est donc holistique. Donc, ça nécessite non seulement de tester à travers du phishing, des tests de phishing, de savoir quelle est la responsabilité de l'employé dans la société et de faire en sorte qu'il ait les bons modules de sensibilisation au bon moment, de faire en sorte que c'est quelque chose que l'employé reste toujours excité, heureux d'avoir ce type d'informations, donc ça c'est la gamification, et changer un peu l'interface. Et je vois que SoSafe, comme d'autres dans ce cas-ci, vous travaillez fort sur changer l'interface, faire en sorte que les interactions entre l'employé et les modules de sensibilisation ne soient pas seulement une interaction plate à travers un site web, mais que vous utilisiez les autres canaux tels que Teams. Aux collectionnistes, nous utilisons Slack. Donc, je sais que vous allez venir avec une version Slack et ça, c'est quelque chose qui va être très utile, ainsi pour les autres sociétés pour lesquelles j'ai le privilège de m'occuper de leur cybersécurité. Donc, utiliser l'approche multicanal, utiliser une approche de sensibilisation qui soit basée sur ce que l'on s'attend à ce que cet employé soit capable de faire, donc pouvoir déterminer les niveaux. Évidemment, une sensibilisation sur base de l'industrie. Il y a des topics qui sont importants dans le monde financier qui ne sont pas nécessairement aussi importants dans le monde de la santé, vice-versa. Donc, avoir une flexibilité, avoir une matrice et que nous puissions utiliser cette matrice au mieux. Je suis dans une situation un peu privilégiée parce que les sociétés dont je m'occupe ne sont pas des grandes sociétés. Donc, nous ne parlons plus des 100 000 employés tels que j'avais chez Microsoft ou Huawei, où la problématique est différente parce que j'ai tellement de personnes que je ne peux pas m'en occuper en analyse fine. Mais dans le contexte du collectionniste ou Bump, je peux faire une analyse fine et donc la possibilité d'avoir une matrice qui me permet de déterminer quoi faire avec qui et aussi de pouvoir utiliser la culture de la société pour pouvoir connaître la culture de la société et faire en sorte que le tool que j'utilise me permette de m'asseoir sur cette culture de la société, d'être en cohérence avec la culture de la société. Tout ceci est très, très important pour moi. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Très correctement, Pierre. Et tu as dit quelque chose qui moi, me parle beaucoup, c'est tu as dit qu'il fallait le bon module de formation au bon moment pour la bonne personne. On n'est plus sur du one size fit all, si je peux le dire, mais on est vraiment sur quelque chose d'hyper personnalisé. Je peux donner un exemple, si tu permets.
Admettons que je sois dans un environnement financier. Normalement, dans les environnements financiers, on partage énormément d'informations. Si la banque A reçoit une attaque de phishing sur le département trading, c'est une information que je vais utiliser et en utilisant les modules, je vais pousser des modules spécifiques auprès du groupe trading pour faire en sorte qu'ils soient sensibilisés maintenant parce que ça devient une priorité, parce que je sais qu'un de mes confrères vient d'avoir une attaque exactement sur cet environnement-là. Donc, c'est finaux, c'est très finaux. Et aujourd'hui, quelles sont toi tes recommandations en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place chez Microsoft ou même qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui chez le collectionniste pour faire en sorte que les formations, les comportements changent, mais pas de manière instantanée, enfin, pas sur du court terme, mais de manière durable en fait. Est-ce que tu as des stratégies particulières? Comment tu te fais travailler? Encore une fois, ça dépend énormément de la culture de la société. Je dirais que de manière générale, on doit travailler main dans la main avec les ressources humaines. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, eh bien, c'est plutôt un problème que le RSSI doit prendre au sérieux. C'est la plupart des RSSI, et moi inclus, nous avons un background technique. Et donc, notre approche sur la sensibilisation humaine, habituellement, nous avons tendance à la faire avec un angle technique. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit oublier. On va pouvoir sensibiliser les êtres humains en utilisant une approche psychologique et non pas une approche technique. Et l'approche psychologique aussi nécessite que nous mettions en place un canevas qui nous permette de contacter, par exemple, les directeurs de groupe, les managers, faire en sorte qu'ils aient aussi une raison pour faire en sorte que les gens de leur équipe soient motivés. Donc la gamification peut très bien fonctionner dans ce cas-ci. Tu mets l'équipe sales contre l'équipe marketing et le premier des deux qui aura atteint 500 points en termes de sensibilisation va gagner, je ne sais pas, un iPad, ou peu importe, va gagner quelque chose ou la reconnaissance dans la société. Donc l'utilisation de la gamification, transformer la cybersécurité et la sensibilisation en étant quelque chose de positif, travailler d'assez près avec les ressources humaines ainsi qu'avec les différentes strates du management dans l'organisation pour faire en sorte que tout le monde comprenne l'intérêt. Aussi motiver évidemment les instances directrices de la société pour qu'ils comprennent que vraiment l'être humain est un élément essentiel dans la protection de la cybersécurité. Avoir pour un milliard de dollars de technologie, mais ne pas sensibiliser l'être humain, c'est une erreur. Il faut absolument sensibiliser l'être humain, le préparer pour qu'il soit capable de réagir correctement lorsqu'il y aura une attaque. C'est mon pare-feu humain, donc j'en ai besoin. Mais écoute, merci beaucoup Pierre pour ce partage. Il nous reste 5 minutes pour ce meeting. Alors, je vais ouvrir l'opportunité aux participants de pouvoir poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Ne soyez pas timide. Vous pouvez vous démuter si vous le souhaitez pour pouvoir poser vos questions directement. Ok. Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, je suis responsable des ventes dans un petit intégrateur lyonnais qui s'appelle Axinfo Service. Je me suis intéressé à la solution de SoSafe récemment et ça m'intéresse beaucoup puisque ça répond à un besoin de nos clients. Donc, la question que j'aurais, c'est de savoir aujourd'hui je vais appeler ça un taux de déploiement, quel taux de déploiement de ce type de solution-là on peut retrouver sur le parc cybersécurité français. Est-ce que vous avez la notion de ça? Est-ce que tout le monde s'y est mis? Est-ce que ça fait longtemps? Quel type de société? Les grandes, les petites? Je peux donner ma perspective si tu veux, Arnaud. C'est ce que je pensais. Bien le bonjour. Nous avons plusieurs styles de sociétés. Nous avons les sociétés qui sont soumises à des régulateurs tels que les sociétés financières. Donc, je peux dire en toute certitude que la majorité ou peut-être 100% des banques et 100% des sociétés d'assurance ont déjà déployé des modules de sensibilisation depuis pas mal de temps. De là à dire qu'ils sont contents avec ce qu'ils ont déployé, c'est une autre question. Je dirais que les sociétés plus petites
encore une fois, si vous vous rappelez, ce que je me suis permis de dire, c'est que la majorité des RSSI viennent avec une approche technique. Les sociétés plus petites, le RSSI a plutôt tendance à déployer d'abord des modules techniques, donc des pare-feux, de l'antivirus, de l'EDR et des choses comme ça, avant de se focaliser sur la sensibilisation. Donc, à ce niveau-là, en France, pour les petites et moyennes sociétés, ainsi que les sociétés qui ne sont pas astreintes aux régulateurs, à des régulations assez importantes, nous ne voyons pas fondamentalement un gros déploiement, enfin, ma connaissance, à travers ma communication avec les RSSI que je connais, il y a un déploiement, mais qui n'est pas majeur. Cela étant, vous êtes probablement au courant de NIS 2, qui va avoir un impact, et de DORA sur un autre plan. NIS 2 va avoir un impact dans le sens où même les petites sociétés qui, de prime abord, ne se focalisaient pas trop sur la sensibilisation ou même sur la cybersécurité de manière générale, à cause de la réglementation NIS 2, sont maintenant obligés de mettre en place des éléments de cybersécurité qui incluent de la sensibilisation. C'est un élément important que la réglementation NIS 2 impose. Et si vous regardez le cadre, les industries qui sont soumises à NIS 2, ben c'est à peu près tout le monde, sauf le collectionniste est dans le monde de l'hébergement et c'est une agence de voyage, c'est considéré comme une agence de voyage. Donc, nous ne sommes pas dans NIS 2, mais à peu près tout le monde. Et les autres sociétés que j'aide sont toutes dans NIS 2. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais donc il y a encore du boulot, mais les réglementations sont en train de faire en sorte qu'on n'ait plus vraiment le choix. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Une autre... Oui? Une autre question? Poser une autre, pour le coup. Pierre, quand vous avez décidé de faire appel à la solution SoSafe, qu'est-ce qui a principalement, si vous deviez dire 2 ou 3 critères principaux qui ont déclenché votre décision? J'adore votre question. Psychologie et Europe. Ce sont les deux éléments qui m'ont déterminé. Europe, parce que ce n'est plus vraiment le cas maintenant, mais il y a 2 ans, quand vous regardiez quel était l'état du marché en termes les offres de sensibilisation, la majorité venait des États-Unis ou d'Israël. Je n'ai absolument rien contre les États-Unis ou Israël, mais ce n'est pas la même culture. Et donc, ils se focalisaient sur des éléments de sensibilisation qui ne sont pas nécessairement en adéquation avec les cultures européennes. Donc, j'étais très content d'avoir une société européenne qui comprenne les différences européennes, par exemple la gestion des données privées, l'importance que nous donnons aux données privées, des choses comme ça. Donc ça, c'était le premier aspect. Le second aspect qui m'a vraiment fasciné, c'est quand j'ai eu la possibilité de rencontrer Niklas, donc le CEO au RSC à San Francisco il y a 2 ans, et de voir que, OK, c'est un psychologue. Il réfléchit en psychologue, donc nous allons avoir la possibilité de déployer une solution qui se base sur le comportement humain, à l'opposé de se baser sur les aspects techniques. Et ce sont vraiment les 2 éléments qui m'ont convaincu de donner une chance aux collectionnistes. Merci. Ok, il y a Noémie Curta qui a une question. Noémie, je te propose d'ouvrir ton micro. Elle a mis dans le chat. Peut-être écrire la question si Noémie, Ah. si Noémie a un souci pour mettre le micro en route. Normalement, tous les micros sont désactivés de manière manuelle, donc elle doit pouvoir le réactiver toute seule. Je ne sais pas, Robin, si tu es par là, si tu peux réactiver le micro de Noémie. L'activation peut se faire que du côté de Noémie, mais C'est bien. pour le coup, elle peut en effet utiliser le chat pour déposer sa question par écrit. Si elle n'arrive pas à l'activer. Noémie a activé son micro. J'avais activé, j'avais fait une fausse mail. Du coup, bonjour, moi je suis analyste CTI chez Cinetis
J'avais une question à propos des biais cognitifs. Ma question, c'est parce que vous en avez parlé au début, et j'aurais voulu savoir quels étaient les biais cognitifs contre lesquels, que vous essayez d'atténuer au maximum à partir de la solution SoSafe. Voilà. Ok. Je peux prendre le point si tu le veux, Pierre. Nous, ce qu'on voit en fait quand on travaille avec nos clients, c'est que on a des comment dirais-je, les cyberattaques qui sont menées par les cybercriminels s'appuient sur des biais psychologiques. Alors, je les ai pas tous en tête, hein, mais je peux vous en citer 3 qui sont assez largement répandus. Le premier, c'est la peur. C'est le fait de dire, de recevoir un email de son management et d'avoir une pression qui soit mise sur les collaborateurs ou sur l'individu pour qu'il mène une action. Le deuxième, c'est la compassion. Quand vous travaillez, le fait que ce soit un ami ou une personne d'un service qui vous demande quelque chose parce qu'il est à la bourre ou parce qu'il a besoin de regarder un document, ce genre de choses-là. Le troisième qui me vient à l'esprit rapidement, c'est la rapidité. L'urgence, le fait de demander à quelqu'un de mener une action de manière urgente. Et en fait, comment nous on travaille sur ces biais-là, on a des couples qui sont faits au niveau de la création de formation. On a des ingénieurs pédagogiques et on a des psychologues. Et dans la manière dont sont construits les cours SoSafe, on a l'approche suivante, c'est de dire à chaque étape du parcours de formation, on est sur des micro-modules de 5-6 minutes, l'apprenant n'est pas passif, l'apprenant doit être actif. Et l'expert en comment dirais-je, l'expert de la formation va lui produire le parcours et produire les éléments qui vont faire que l'apprenant va avoir une sorte d'étape, plusieurs étapes à avoir pendant le cours. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de passif. Il va devoir mener des actions. Ça va être des drag and drop. Ça va être de faire du clic. Ça va être de faire des choix. Donc, il va être tout le temps dans un parcours d'apprentissage malgré le fait qu'il soit devant un écran. Et l'ingénieur psychologie, enfin la personne qui a les diplômes autour de la psychologie va travailler avec elle justement par rapport à ces biais-là, pour que ces biais-là soient bien remontés dans les cursus de formation et qu'ils puissent être identifiés facilement afin de pouvoir être contrés lorsque ces attaques se manifestent. Bien dit. D'accord, merci. Écoutez, on a un petit peu dépassé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ce que je vous propose, c'est vous avez nos coordonnées avec Pierre. On se fera un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Sinon, vous pouvez directement envoyer vos questions aux organisateurs du webinaire. J'ai été ravi de pouvoir faire ce webinaire avec vous. Moi de même. Et j'espère pouvoir vous retrouver très rapidement sur un prochain. Merci Arnaud, merci Pierre et merci à tous les participants de cette session. Vous trouvez le replay du webinaire sur la chaîne Exatrust d'ici une petite journée. Et à bientôt. Bon, merci. Merci.